Bonjour et bienvenue dans Big Boss. L'homme que nous recevons aujourd'hui est à la tête d'une entreprise de 8000 personnes. Bonjour Paul. Bonjour Marie-Noël, Brieux Demus est notre invité, c'est le Big Boss aujourd'hui, bienvenue. Bonjour. Sur le plateau et si vous permettez, bon anniversaire. Merci, c'est très gentil. C'est aujourd'hui tout pile. C'est Vous avez quel aujourd'hui âge tout pile, 55 ans. Eh bien, 55 ans et bruxellois de souche, on peut dire. Bruxellois de cœur depuis très longtemps et bruxellois, pas de souche, mais voisin de Bruxelles. Vous avez étudié à Bruxelles en tout cas. Oui, j'ai passé plusieurs dizaines d'années à Bruxelles. Absolument. L'électromécanique. Électromécanique dans une école bruxelloise, l'ECAM, qui est toujours là d'ailleurs, qui a déménagé, mais qui est toujours là. Voilà. Alors tout le monde connaît la STIB, évidemment, parce que les bus, les trams, les métros, on l'a emprunté ou ils sillonnent les rues de la ville, mais la STIB, vue depuis les coulisses, ça, c'est pas forcément tous les jours, mais c'est maintenant. Reportage. Dépôt de Haren, section tram. Tout semble calme et pourtant, sous les véhicules, des hommes s'activent. Ici, on profile les roues. Une opération indispensable répétée tous les 30 000 km. Sur les 5 voies de maintenance, une cinquantaine d'ouvriers s'assurent que chaque tram réinjecté sur le réseau soit irréprochable. Le département tram de la STIB, c'est aujourd'hui 1700 collaborateurs qui opèrent au quotidien, dont 1350 rien que pour la conduite. Nos fréquences ont été augmentées depuis les 5 dernières années, jusqu'à 25% de services en plus. Pour vous donner un exemple, nous avons 300 véhicules en pointe qui roulent en permanence, la pointe du matin ou la pointe du soir. Nous avons aussi un deuxième pilier, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est ce qu'on appelle la maintenance et le pilotage de la flotte, c'est indispensable. Donc nous avons 315 personnes qui s'occupent au quotidien de la maintenance de ces véhicules sur le plan préventif, mais aussi curatif. Quand nous avons des accidents ou des incidents ou des pannes, nous devons réparer ces véhicules pour les remettre le plus rapidement possible en service. Remettre en service le plus vite possible, c'est aussi le défi du département bus. Au dépôt Jacques Brel à Anderlecht, ces hommes révisent complètement les moteurs. 2000 chauffeurs font rouler quotidiennement une flotte de 700 bus dans une circulation de plus en plus difficile. Pas étonnant de compter 300 agents attachés à leur maintenance. L'an dernier, les bus de la STIB ont réalisé 27 millions de kilomètres, un chiffre qui va encore augmenter. Dans le cadre de l'application de notre nouveau plan directeur bus, qui est une refonte complète en fait, du réseau de nos 50 lignes, plan directeur bus qui va être appliqué graduellement entre 2017 et 2019, nous prévoyons l'acquisition d'un total de 235 bus pour pouvoir offrir à notre clientèle à peu près 25% d'augmentation d'offres. Ça veut dire aussi engager du personnel. Alors ça veut dire évidemment engager aussi du personnel, beaucoup de personnel. On compte au moins 300 chauffeurs en plus pour pouvoir assurer cette augmentation d'offres. Le métro reste néanmoins le moyen de transport qui fait voyager le plus de monde à Bruxelles, 40% des voyages. Et c'est à Ouderghem, au dépôt Delta, que l'on bichonne les 55 trains de la STIB. Au niveau -4, les organes vitaux sont entièrement remis à neuf. Bogies, compresseurs, le matériel roulant vieux de 40 ans connaît en réalité plusieurs vies. En pratique, si on additionne le kilométrage journalier, les voitures effectuent 2,5 fois le tour de la Terre chaque jour. De nouvelles rames vont bientôt renforcer la flotte actuelle. Très bientôt, effectivement, c'est l'achat de matériel roulant qui va nous permettre de renforcer nos lignes existantes, les lignes 1, 5 et 2, 6, avec des trains qui vont nous permettre de passer d'abord à 2 minutes sur les lignes 1 et 5, ensuite 2 minutes 30 sur les lignes 2 et 6, et puis aussi en vue du passage au métro sur l'axe entre Bordet et Albert et sur l'axe pré-métro actuel qui est entre la gare du Nord et la station Albert existante. Ça, c'est pour bientôt. Alors tout ça, effectivement, ce sont des ambitions que nous avons de pouvoir passer dès 2021 en métro sur l'axe pré-métro existant et d'ouvrir en fin 2024 l'axe vers Bordet avec un métro entièrement neuf sous Scarbeck. Pas étonnant de découvrir en coulisses de toutes jeunes recrues. Pour assurer ses ambitions, la STIB cherche 800 nouveaux collaborateurs, tous secteurs confondus. Alors, Brieux Demus, 800 emplois, c'est quasi 10% du personnel actuel. Pourquoi autant de monde ? Eh bien parce qu'on a d'énormes projets de développement pour la STIB et pour la ville d'ailleurs, parce que c'est exactement ça. Et pour remplacer ceux qui s'en vont, pour assurer aussi la conduite de nos véhicules, parce que on étend constamment nos fréquences, on fait que le service soit disponible plus tôt le matin, plus tard le soir. Donc on a besoin de gens et de monde pour tous nos métiers. Excusez, cette question est peut-être un peu plate, mais est-ce que la STIB est capable de recruter 800 personnes en un an, 10% de son personnel? Est-ce qu'elle est
en capacité outillée pour ça? On en a recruté 1000 l'an dernier, et donc plus que 800 encore. Et sur les 3 dernières années, on en a recruté 2300. Donc vous imaginez la quantité impressionnante. Alors c'est vrai que le recrutement, c'est recruter la personne tout d'abord, mais il faut aussi l'intégrer dans l'entreprise. Il faut l'intégrer dans son univers, il faut l'intégrer dans son métier qu'il va le faire. Donc c'est beaucoup plus que du recrutement, c'est vraiment de l'intégration de personnes. Justement, 300 conducteurs, on l'a entendu, de bus, et les 500 autres, ce serait quel type de métier? Parce qu'on sait, la STIB, c'est 300 métiers différents. Alors, qui cherchez-vous concrètement? Alors, on fait tous les métiers du monde. Alors, il y a la conduite bus, on oublie le tram et le métro, bien sûr, ça c'est les métiers de conduite. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de techniciens pour la maintenance, comme on l'a exprimé dans le film. On a besoin vraiment de tout le monde. On a besoin, par exemple, de gens qui vont concevoir le réseau de demain, donc des géographes, on a besoin de mathématiciens, d'économistes, on a besoin vraiment de tous les métiers, hein. Donc vraiment tout est ouvert pour tout le monde. Au-delà de 2016, donc 800 recrutements nets, est-ce qu'au-delà de 2016, vous avez aussi des plans de recrutement importants à la STIB? Oui, je crois que ça va continuer d'abord parce que les investissements sont là, parce qu'on va acquérir du nouveau matériel roulant, on va acquérir des nouveaux bus, des nouveaux trams, des nouvelles rames de métro. Il faudra continuer à les conduire et à les entretenir. Et en fait, le réseau bruxellois, en 10 ans, il va devenir énorme. Donc, il faut gérer tout ça. Et concrètement, quels sont les plans chiffrés? Aujourd'hui, je peux vous dire 2016, de nouveau 800. Maintenant, 2017, 2018. Je pense 2017, on arrivera aussi à 800. Et puis on verra bien comment ça se stabilise. On ne va pas continuer comme ça pendant des années. Mais ça se trouve sans problème. Non, alors ça, c'est difficile. Hein. Oui. Donc, sur les 1000 de l'an dernier, par exemple, il y avait 64% de Bruxellois. Et donc, ça veut dire que un tiers de non-bruxellois. Les métiers qualifiés sont difficiles à trouver. Des métiers techniques, des métiers de jeunes techniciens de maintenance, des ingénieurs, c'est compliqué à trouver parce que le marché est comme il est et que tout le monde se bat pour ces profils-là. Vous allez d'ailleurs chercher à la sortie des écoles, hein, on l'a vu aussi dans le reportage, ils sont tout jeunes, les mécaniciens qui travaillent chez vous. On va peut-être regarder la STIB en chiffres, Paul. Oui, à un moment donné, c'est toujours bon de voir ce que l'entreprise exprime comme chiffres. Un petit tableau synthétique, on ne va pas tout voir non plus, mais enfin quelques chiffres qui situent l'importance de l'entreprise. Le personnel est passé en 4 ans de temps de 6006 à 7006. Et même d'ailleurs, fin 2015, vous avez franchi le cap symbolique des 8000 employés. Le nombre de voyages a aussi augmenté fortement. On est au-delà des 370 millions aujourd'hui. Les recettes du trafic, donc les ventes de billets finalement, s'il faut résumer, ont augmenté fortement de 20%, arrive à 270 millions, mais c'est moins que le budget de fonctionnement qui lui a augmenté de 30%. Donc le budget augmente, les recettes de vente augmentent moins vite. Est-ce que du coup est-ce qu'il faut que le public, les fonds, les dotations publiques, les subsides compensent ce trou? Comment expliquer ça? Expliquer que l'un n'augmente pas aussi vite que l'autre parce que les recettes de trafic, c'est principalement lié aux tarifs. Les tarifs, ce sont des décisions qui sont prises par le gouvernement et que nous appliquons dans nos ventes. C'est ça. Et puis le budget de fonctionnement, vous voyez, on a engagé beaucoup de monde. 75% de ce chiffre vient des frais de personnel. Et donc, en fait, le lien est très, très vite fait. Le reste, ce sont principalement des frais d'énergie et puis des frais de maintenance et des choses comme ça. Mais... Est-ce que vous allez devoir augmenter le prix du ticket pour pouvoir un petit peu compenser ça, pour amener plus de recettes? C'est dans l'air? C'est pas nous qui décidons ça. Nous disons, nous avons besoin d'autant pour fonctionner et l'augmentation du billet, si c'est nécessaire, ça c'est une décision du monde politique. Oui, mais vous avez déjà voulu le faire, ça a déjà été recalé. On fait des propositions, mais c'est comme ça que c'est prévu. Nous faisons une proposition, nous disons... Est-ce qu'il y a encore des propositions maintenant sur la table? Est-ce que vous seriez demandeur d'augmenter le... C'est une fois par an. Non, moi je vis avec un budget comme ça. D'ailleurs, nos budgets sont tout à fait à l'équilibre. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà. Mais on sait ces questions de prix du billet se posent une fois par an. On fait une proposition au gouvernement qui accepte ou qui n'accepte pas. Voilà. Et selon vous, il devrait être revu à la hausse? J'insiste un peu, mais... Non, moi finalement, j'ai pas d'avis particulier là-dessus parce que d'abord, c'est pas mes prérogatives et puis je n'ai pas d'avis. Moi, de toute façon, il y a le subside qui compense finalement. Oui, c'est ça. Mais j'ai plutôt un avis que je préférais qu'on pense en termes de fréquentation de transport public. Il faut utiliser plus le transport public. Et sans doute, peut-être, qu'un billet dont le prix est retenu à un niveau acceptable pour tout le monde fait que ce transport public est accessible à beaucoup plus et est utilisé. Donc ce serait plutôt pas mal de le laisser au niveau où il est, c'est ça? Ça, je n'ai pas dit non plus, mais je trouve qu'il y a un lien entre l'un et l'autre. Et voilà. Donc je dis ni l'un ni l'autre parce que ce n'est pas mon rôle. Et puis quoi, voilà.
Ok, alors on vous a déjà vu au volant d'un bus, d'un tram, et on va voir quelques images. Vous avez même eu l'occasion de rouler dans un métro. Vous vous souvenez de ces images ? Donc vous étiez au volant d'un métro. Oui, tout à fait. Quel souvenir gardez-vous de cette expérience ? Des 3 expériences, parce que c'est 3 modes de conduite totalement différents. J'ai fait ça exprès, je fais ça en été. C'est une magnifique expérience, d'abord parce que j'apprends un métier, quelque chose de neuf, parce que je viens à la rencontre du personnel de conduite et des gens de chaque mode. Et j'aime beaucoup. Et puis c'est très technique aussi. Voilà. Donc j'apprends, je suis content, je vais sur le terrain, je vis mon entreprise très très fort. En même temps, vous l'avez fait une fois, si vous me permettez. Je fais chaque année. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, chaque année. Donc parce que là, pour le coup, il y a une caméra, donc en plus, il y a un peu à côté un coup de com' aussi. Oui, mais ça dure plus que le patron descend sur le terrain. Ça dure plus que le temps de la caméra, parce que j'ai fait 4 jours de bus, j'ai fait 3 jours de métro et 3 jours de tram. Hein. Et qu'est-ce que vous retenez dans votre contact avec le personnel, puisque vous dites que c'était ça aussi, être au plus près du terrain ? Qu'est-ce que vous avez retenu ? Qu'est-ce que vous avez proximité, il y a une sorte presque de complicité qui s'installe. Bon, c'est un peu mon habitude aussi, mais quand je prends le métro, je le prends tous les jours, je salue toujours le conducteur quand il arrive dans la station. Quand je prends le bus, oui. Et puis c'est leur dire, ben voilà, j'ai expérimenté, pas totalement, j'ai expérimenté ce que vous vivez. Et voilà. Et qu'est-ce que vous retenez de la pénibilité du métier ou de la... Non, de la complexité des métiers. Donc, c'est 3 métiers différents, totalement différents. Techniquement, le métro est quand même un engin très complexe, comme le tram d'ailleurs. Ça se conduit totalement différemment. Un tram freine moins bien, par exemple, qu'un bus aussi, dans le trafic. Il y a cette complexité, cette pression du trafic constante pour un chauffeur de bus et un conducteur de tram, ce que le métro n'a pas, parce qu'il n'est pas dans le trafic. Par contre, il a d'autres difficultés liées à l'environnement, dans le sombre, dans un tunnel. Voilà, le chauffeur de bus, par exemple, est plus proche d'un client parce qu'il n'est pas dans une cabine totalement fermée. Le conducteur de tram, c'est la même chose. Le métro, mais ça vous a aidé dans votre métier de patron de la STIB ? Oui, parce que moi, je trouve que c'est fondamental qu'un patron essaie de percevoir, pour ces métiers-là, on a d'autres métiers, de percevoir comment ça se vit sur le terrain. Et maintenant, on ne doit pas me raconter d'histoire, je l'ai vécu. Eh bien justement, on va voir si votre personnel a envie de vous raconter des histoires. Il a une question à vous poser, un permanent syndical va vous poser une question, même plusieurs petites sous-questions. On l'écoute si vous voulez bien. Bonsoir, Monsieur Deméus. Vous avez annoncé que le bien-être des travailleurs civiens est important. 2 ans après votre arrivée, les résultats concrets sont insuffisants. Qu'allez-vous faire en 2016 pour améliorer les conditions de travail du personnel tant masculin qu'au féminin ? Par exemple, politique des sanitaires sur réseau pour les femmes, les services coupés, services fractionnés, comme on le connaît à l'extérieur de la STIB, donc commencer très tôt le matin, 6 heures du matin, et terminer trop tard le soir, vers 20 heures. Qu'allez-vous faire pour les supprimer, voire les diminuer ? Donc, qu'allez-vous faire pour une meilleure concertation sociale avec les organisations syndicales ? Donc, les Cibiens aujourd'hui, ils veulent offrir un service de qualité pour les voyageurs et en même temps, on attend à ce que la STIB accorde plus d'attention et de politique de bien-être pour son personnel. Voilà, plusieurs questions en une. La féminisation, d'abord, la place des femmes à la STIB. J'ai été voir les chiffres, c'est très simple. Vous êtes à 9,05% de femmes sur les 8000 employés dont on a parlé. C'est faible, c'est franchement faible. Et en plus, dans le temps, ça n'a pas bougé. J'ai été regardé en 2010, c'était la même chose, exactement la même chose. Ça ne bouge pas, il n'y a pas plus de femmes qui travaillent à la STIB. Pourquoi ? Non, pourquoi ? D'abord, s'il n'y a pas plus de femmes, mais je voudrais qu'il y en ait beaucoup plus. Pourquoi ? C'est sans doute, il y a un contexte sans doute historique, parce que c'était des métiers à l'époque qui étaient plutôt des métiers masculins. Vous savez, quand j'étais à l'aéroport, j'ai connu ça aussi. Un bagagiste, par essence, c'est plutôt un métier masculin. Là, on doit signaler que, oui, vous le signalez, vous mentionnez l'aéroport parce que vous avez été avant ça patron de Flightcare qui travaille au sol sur le tarmac de Zaventem. Oui. Voilà, donc le métier de bagagiste, c'est plutôt un métier masculin. A contrario, le métier de l'agent d'enregistrement ou le métier de nettoyeur d'avion, c'est plutôt féminin. Hein, donc à la STIB, c'est ce qui se passe. Mais il faut absolument que nous augmentions, je veux, et on prend des actions d'ailleurs pour ça, augmenter le nombre de femmes dans l'entreprise. Mais ça ne marche pas, ça reste... Non, c'est pas vrai que ça ne marche pas parce qu'on augmente. Regardez, quel type d'action, par exemple ? Dans le personnel. Alors, M. Hackel, qu'on vient d'interviewer, a raison. Par exemple, le problème des toilettes pour le personnel de conduite et pour les dames, bon, il y a des toilettes en bout de ligne on devrait les dédoubler. Ou alors trouver une solution par exemple, et c'est ce qu'on fait. Il y a des endroits où ça se fait, on a une maison qu'on loue en bout de
de ligne, au milieu de ligne, qu'on utilise pour différentes opérations, qu'on va équiper de toilettes pour les dames. Enfin, c'est pas seulement une question d'équipement sanitaire. Alors, c'est pas l'équipement sanitaire, mais c'est de fond, là, c'est-à-dire que 9% ou 10% de femmes employées. Il faut aussi pouvoir accepter, et ça, c'est pas encore tout à fait dans les mentalités, et d'accepter d'envisager des contrats à temps partiel. Une femme pourrait, et je l'ai connu aussi quand j'étais à l'aéroport, une femme pourrait apprécier d'avoir un contrat à 50% plutôt qu'un 100%. Et c'est trop peu répandu, c'est ça? Oui, c'est pas encore du tout dans les mentalités. Quand on rentre à la STIB, on prend un contrat de 100%. Donc ça, c'est quelque chose de beaucoup plus fort encore. Alors, on pourrait lancer, et il faudrait le faire d'ailleurs, la réflexion, parce que la complexité de la STIB, c'est la multiplicité aussi de ces sites. On a 30, 40 sites à Bruxelles. Donc, quand on veut implémenter quelque chose, il faut le multiplier par 40 toujours. Alors, on pourrait imaginer un système de crèche. Je dois multiplier les crèches par 40. On pourrait imaginer donc toutes ces facilités qui font que les mères de famille, les jeunes mères de famille qui veulent travailler, mais qui ont besoin de facilités, puissent nous rejoindre. Quelles sont les facilités que vous pouvez mettre en œuvre là en 2016? Qu'est-ce que vous pouvez répondre et dire, voilà, qu'est-ce que vous allez faire pour motiver les femmes à venir travailler chez vous? Bon, croire qu'il n'y a pas de femmes, c'est aussi faux. Il y en a, il y a 10%. Si vous divisez ce chiffre par type de population, les employés, les ouvriers, les cadres, en conduite, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a 6% de femmes, mais on a dans les autres métiers, les ingénieurs, on a des femmes. Dans le métier technicien, on a des femmes. Alors, par exemple, j'en cite toujours une parce qu'elle est assez extraordinaire. C'est une technicienne électricienne dans notre dépôt de Curraghem, qui est arrivée là, la première, et qui était très courageuse, et technicienne qui travaille dans les tableaux électriques. Le bien-être au travail, c'est un souci quotidien pour un directeur que vous êtes? C'est un souci, et je ne peux pas dire que la situation à la STIB soit... c'est toujours perfectible et c'est toujours mieux, mais je ne peux pas dire que ce soit des situations absolument invivables. Donc il faut quand même nuancer. Maintenant, les réflexions amenées par celui que vous avez interrogé, M. Hackel, sont correctes, mais il faut aussi dire qu'on a un groupe de travail très important, justement, qui est lancé depuis un an, qui touche à tous ces aspects il parle de services coupés, il parle d'organisation du temps de travail pour les collaborateurs. C'est très important et je comprends ce qu'il dit. Maintenant, il y aura toujours des bus à lancer à 5h du matin, il y aura toujours des bus qui rouleront à 23h ou 24h. Il faudra des gens pour les conduire, des bus, des trams. Avec les projets futurs, la concertation sociale, je suis sûre qu'elle va être au cœur de vos préoccupations, mais on va montrer une carte assez symbolique, le fameux allongement du métro. On va peut-être la regarder ensemble. Vous pourrez peut-être nous la commenter. Dans le fond, qu'est-ce qui change? C'est cette fameuse ligne verte? Ça va être la nouveauté? C'est la nouveauté, c'est la ligne en vert qui va du nord au sud de la ville. Alors, le grand projet, le premier grand projet métro, c'est celui-là. Donc, c'est ce qui va de Bordet, passe par la gare du Nord, Bordet, c'est Bordet à Arles. Ça, c'est acquis tel qu'il est là, avec le nombre de stations que l'on voit. Comme vous l'avez là. Okay. Comme vous l'avez là. Tout ça a été approuvé par le gouvernement. Comme vous l'avez là, une partie existe, c'est celle qui va de la gare du Nord jusqu'à Albert, et qui est aujourd'hui en pré-métro, qui doit être transformée complètement en métro. Et des choses qu'on a fait dans les années 70 et 80 d'ailleurs. Oui, c'est ça, parce que c'est pas tout neuf non plus. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il y a comme autre grand projet? Au-delà de ça, il y a quand même quelque chose de significatif, c'est qu'il faut creuser un tunnel. On croit que c'est comme ça, mais c'est quand même quelque chose d'énorme entre la gare du Nord et Bordet, l'OTAN, enfin Arles, quoi. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très nouveau, avec un modèle ou une vision, pas une vision, un modèle de métro qu'on ne connaît pas, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, on a des métros rectangulaires. Là, c'est en très grande profondeur, avec des stations très profondes, et alors un nombre d'escalators important, parce qu'on passe pour des raisons techniques. Quel budget pour faire ça? Pour faire ce métro qui va aller vers Evere, vers le nord de Bruxelles, cette ligne 3. On approche les 900 millions, le milliard, oui, c'est quand même très. Et vers le sud, on ne va pas plus loin que Albert, on ne va pas vers Uccle. Oui, alors on doit lancer aussi l'étude entre Albert et le Fond-Duc, le presque Drogenbos. Une étude pour la prolongation. Nous devons fournir une étude au gouvernement dans les mois qui suivent sur ce tracé nouveau du métro vers le sud. Mais une chose à la fois, le projet est déjà titanesque de faire cet axe nord-sud. Faisons ça. Permettez-moi quand même cette question. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus ambitieux que ça? Certes, ça fait une nouvelle ligne qui arrive. C'est un pré-métro qui va devenir métro et allongé par le nord, peut-être par le sud. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus à faire pour avoir un réseau de métro digne de la capitale qu'est Bruxelles, qui couvre le territoire autrement, c'est-à-dire bien plus que ce qu'on a fait aujourd'hui? Parce que là, on parle à des horizons 2024-2025. On n'a pas fait grand-chose pendant tout un temps au niveau du métro. Est-ce qu'il ne faut pas aller vraiment passer la surmultiplier et avoir une ambition autre?
je crois que l'ambition est énorme. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Pour une ville, d'abord, les montants en jeu sont gigantesques. On dit 1 milliard comme ça, il faut s'imaginer ce que c'est. Il faut pouvoir le financer, il faut pouvoir le supporter. C'est quand même... Dire qu'on n'a rien fait, c'est faux. Parce qu'on On n'a pas fait énormément non plus. Le réseau n'a pas été densifié comme d'autres villes l'ont fait. Non, mais les fréquences, et ça paraît insignifiant, ont augmenté de manière exponentielle. On a acheté pour ça 16 nouvelles rames, les fameux bois, ils ont fait dans les années 2000. Et donc, on ne perçoit pas ça comme usager, comme utilisateur, comme client, parce qu'on est habitué. Mais en fait, c'est incroyable. La fréquence sur la ligne actuelle 1.5 est passée à 2 minutes et demie. Parce que augmenter une fréquence, ce n'est pas pour faire attendre le client moins longtemps sur le quai, c'est pour augmenter la capacité. Donc, les capacités de ces lignes-là, qui aujourd'hui sont saturées, ont déjà été augmentées très sensiblement. Peut-être qu'amener de l'argent en supprimant certains tunnels, ça pourrait peut-être aider. Il y a eu un article dans l'Écho récemment. Oui. Quelle transition. Dans l'Écho récemment, on a parlé de cette piste, il faut bien la voir comme une piste sur la table du gouvernement bruxellois, qui est de se passer finalement de l'un ou l'autre tunnel d'entrée, aspirateur, un after et automobile venant de Wallonie et de Flandre, le tunnel Léopold II, le cinquantenaire. C'est une piste parmi d'autres, mais comme ça coûte très cher de les rénover, ça amènerait de l'argent pour les transports en commun. Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée, ça? Ouais, moi, j'ai besoin d'argent pour mes transports en commun, mais s'il faut faire ça, ce n'est pas du tout mon boulot, ce n'est pas du tout mon secteur. Et je m'occupe c'est la mobilité de Bruxelles, de kilomètres de tunnels en ville, mais c'est des tunnels de métro. Je ne vais pas m'occuper des tunnels routiers, c'est pas dans mes... Donc vous n'en pensez rien, même en tant que... Je n'en pense rien, parce que si je dois m'occuper de ça, non. Mais on parle du même sujet, c'est la mobilité à Bruxelles, qui est une des villes les plus congestionnées d'Europe. Ça vous ramènerait des clients, peut-être? Sans doute que ça me ramènerait des clients, mais ça, c'est pas du tout dans mon spectre. No comment sur le point. No comment. Votre spectre, par contre, c'est peut-être les bus électriques. Là, est-ce que, justement, vous effectivement... avancez parce qu'on a l'impression qu'on fait des tests, mais voilà, où est-ce que vous en êtes au niveau des bus électriques? Est-ce que demain, Bruxelles aura ses bus électriques? Alors, je replace un petit peu dans le contexte. Depuis le 1er janvier 2015, on ne peut plus acheter de bus dont la propulsion est un moteur diesel. Donc, si vous lisez ça comme ça, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de diesel. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste l'essence, mais ça n'existe pas. Et alors, il vous reste les autres propulsions, principalement la propulsion électrique. Et là, on en est où? Et alors, ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est très très vite, parce que c'est très récent, on a lancé un appel au marché, c'est-à-dire on demande au marché, aux constructeurs, est-ce que vous seriez capable de livrer à la STIB 235 bus en propulsion électrique pour telle date et dans un tel budget. Sur un total de combien? 235 bus et on a aujourd'hui 700 bus. Okay, oui. Bon, mais c'est 235 pour le plan directeur bus, dont on parlera peut-être, et aussi pour remplacer la flotte vieillissante. Pour garder voilà. Et donc, on attend les réponses du marché. On va avoir ces réponses dans les jours, les semaines qui suivent. Et alors, très rapidement, on va pouvoir dire, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est une commission spéciale avec des académiques qui vont dire, tiens, le marché, il fait ça, on vous suggère. Et 2 ans pour réaliser votre plan bus et y injecter ces bus électriques, c'est très court. 2 ans pour... On est en 2017-2019, ce plan bus. Est-ce que vous aurez le temps, si vous n'êtes qu'un appel à intérêt, est-ce que vous aurez le temps matériel d'injecter ces bus déjà pour ce plan? Oui, d'abord, le plan bus, ça ne se déploie pas comme ça. C'est quelque chose d'évolutif et qui se déploie en plus que 2 ans. Il faudra 3-4 ans pour le faire parce qu'on ne va pas révolutionner non plus la vie des gens. On a été présenté ce plan par ailleurs. Et d'autre part, pour avoir un bus devant sa porte, à partir du moment où on décide de l'acheter, il faut à peu près 1 an et demi, 2 ans. Les procédures de marché public et la construction. Ça, c'est le futur. On ne va pas pouvoir en parler plus longtemps parce qu'on voudrait parler encore d'un fait d'actualité. On va voir tout de suite des images que vous allez comprendre ce qu'on va aborder. C'est une réalité aujourd'hui encore, c'est les militaires dans le métro bruxellois. Ils sont toujours là, Monsieur Demeus, les militaires, aujourd'hui? J'en ai encore vu hier et avant-hier, absolument. Jusque quand? Ça, je ne peux pas vous le dire. Et pourquoi? Et de nouveau, je serais peut-être déçu par moi. Ce n'est pas moi qui décide. Mais vous savez au moins si les militaires seront là encore jusqu'à la fin du mois. C'est le gouvernement fédéral et c'est plus exactement l'organisme qui évalue la menace terroriste. Voilà. Donc, ces décisions de placer des militaires dans les rues ou dans les espaces publics, le métro, c'est un espace public, ça ne relève absolument pas de la STIB. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour augmenter le contrôle, la sécurité par la STIB? Forcément, vous êtes en première ligne. Le métro a été fermé car il était considéré comme une menace, identifiée comme telle. Quelles mesures ont été prises par la STIB? Qu'est-ce que vous avez resserré pour que la sécurité soit relevée, le niveau de contrôle de la sécurité soit relevé? On a pris des mesures pour relever le niveau de sécurité, mais je ne vais évidemment pas vous dire lesquelles.
parce que alors ça n'a plus aucun sens. Mais des mesures ont évidemment été prises pour protéger aussi bien l'infrastructure de transport que le reste des infrastructures de la STIB. C'est ça. Et en interne, on en a aussi parlé dans l'écho il y a quelques temps, la STIB s'est défait d'un certain nombre de personnes en respectant le droit du travail, c'est pas la question, mais qui représentait une menace pour fait de radicalisation. Est-ce que ça, c'est l'interprétation des journalistes et de la presse. Non, ça a été confirmé officiellement, même par votre ministre de tutelle. Mais je ne sais pas s'il a confirmé ça. Au-delà, si. En tout cas, moi, je peux vous dire qu'on a licencié des gens, comme on en fait tous les jours, comme on licencie d'ailleurs tous les jours, pour des raisons principalement. Pourquoi on licencie à la STIB? Parce qu'une fois qu'on rentre à la STIB, c'est principalement pour des absences injustifiées, pour des gens qui ne respectent pas les horaires. Mais vous savez très bien que les services de renseignement avaient repéré une série de gens membres du personnel de la STIB dont le parcours de radicalisation, on parle de quelques personnes. Ça, c'est vous qui dites, mais moi, je ne reçois pas ce type d'informations. Il ne faut pas croire que je dors à la sûreté de l'État. Je comprends que vous ne puissiez pas confirmer la chose quand les caméras tournent, mais c'est quand même un phénomène qui a concerné la STIB. Ma question, c'est de savoir si tout était réglé de ce point de vue-là, ou est-ce qu'il y a encore d'autres mesures de resserrement, ce qu'on appelait le screening, d'aller vérifier le parcours de certains membres du personnel. Est-ce qu'il y aura encore des décisions de ce genre-là ou pas? Alors qu'on ait retrouvé ces phénomènes-là à la STIB, bien sûr, mais je peux vous garantir que vous allez retrouver ça dans toutes les entreprises, ou les grosses entreprises. Il ne faut pas se voiler la face. Oui, bien sûr, mais là, vous êtes la sur le plateau. STIB est éminemment visible à Bruxelles, le microcosme de la région, et donc c'est évidemment bon. Voilà, maintenant, des screenings, c'est pas moi qui décide d'un screening. De nouveau, on me dira peut-être, tiens, l'an dernier, on a screené des personnes chez toi. Oui, mais encore. Donc, il faut bien séparer les rôles. On vous a demandé d'être particulièrement attentif à ce point, tout de même. C'est quand même... On ne peut pas imaginer que la STIB ne regarde pas de plus près un certain nombre d'employés dans les services de renseignement. C'est comme dans l'aviation, c'est quand même un métier particulier. Oui, mais sur base de quels critères? Comment pourrais-je dire, comment pourrais-je dire, tiens, vous me semblez quelqu'un qui aurait des tendances à se... Les seuls critères que j'ai, c'est comme les enseignants qui disent, tiens, cet élève-là pourrait avoir des comportements, il a changé depuis 6 mois, c'est étrange. Mais c'est la seule chose. Mais c'est pas vous, c'est le service de renseignement qui fournit ce genre d'éléments. Non, c'est parce que votre question, c'est de savoir est-ce que vous ne faites pas attention à des gens qui auraient pu avoir des comportements changeants. Non. C'est vraiment comme dans les écoles, c'est dire, tiens, on pourrait peut-être dire, tiens, il y a quelqu'un dont le comportement a changé, mais sur base de quoi et sur base de quels critères? Moi, je ne suis pas un spécialiste du renseignement, donc je ne peux pas vous dire ça. Vous ne voulez pas vous prononcer sur ça? Non, mais c'est un sujet très délicat, mais il ne faut pas non plus fantasmer sur les rôles que nous avons. On a chacun notre rôle dans la société en général, et pas plus qu'un autre employeur. Je peux vous dire un tel ou un tel, non. Brieux de Méus à la tête de la STIB encore pour de longues années? C'est une entreprise extraordinaire, avec des projets extraordinaires. Il faut se rendre compte que c'est une entreprise, et il y en a très peu en Belgique, qui a un avenir extraordinaire par ce plan d'investissement, par ce dynamisme dans son déploiement. C'est absolument incroyable. Et, très important aussi, son impact sur la vie de la région et la vie des gens. On n'a pas assez d'une émission pour faire le tour de votre entreprise. Je rappelle que ça représente quand même 8000 personnes à Bruxelles. Merci en tout cas d'avoir été notre invité dans Big Boss. Merci Paul. Merci Marie-Noëlle. On vous retrouve avec l'écho ce week-end, évidemment, qui sera consacré également au portrait de notre Big Boss du jour, Monsieur de Méus. Excellent week-end et à très bientôt sur Télé Bruxelles.